Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 59 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Que de chemin parcouru par le Bénin. D'armée d'hier, le pays s'est trop tôt singularisé sur le plan politique par ses coups d'État répétés au point de s'adjuger le titre peu enviable d'enfant malade de l'Afrique. Mais il se relèvera bien après. S'ouvrira alors une période révolutionnaire comme pour mettre les pendules à l'heure et offrir un meilleur label au continent et au monde. Mais le parti unique, parti-État, aura déçu les attentes avec ses frasques et débois avec ses propres fils contraints pour le grand nombre à l'exil. Le peuple souverain optera plus tard, au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, et ce, au prix de nombreuses luttes au multipartisme intégral. Une option qui, mesdames, messieurs, 29 ans après, aura montré des signes d'essoufflement à bien des égards. Les mesures correctives, si elles ne manquent pas, ne renseignent pas non plus, en tout cas pour l'heure, d'une santé politique rassurante pour l'État béninois. Entre autres, inquiétude de leur élément probant, l'attention née du scrutin du 28 avril 2019 et qui reste malheureusement d'actualité. 100% Bénin, le numéro du jour, mesdames, messieurs, se propose un rétrospectif de cette marche politique et une projection pour sortir aux besoins de l'impasse politique actuelle. Thème au menu, 59 ans d'indépendance. Quel bilan politique pour le Bénin? Et qui mieux que les politiques pour nous renseigner, en dehors, bien entendu, des regards des politistes. Sur d'autres plateaux, on les retrouvera pour nous aider à mieux apprécier, avec beaucoup de détachement, le chemin parcouru. Mais d'abord, avec les politiques, nous allons scruter ensemble le parcours. Sur ce plateau, déjà, en notre compagnie, Antoine Aloukolou. Acteur politique, il reste l'un des membres influents du bloc républicain. Une fine fleur, mais qui fait aussi ses armes à sa façon. Antoine Aloukolou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi. Ce n'est pas évident, mesdames, messieurs, si vous saviez. Difficile d'avoir les invités à la dernière minute, soit ils ne sont pas libres, soit en tout cas que d'imprévus. Mais ils sont là. Et pour ce plateau, j'aimerais remercier très particulièrement notre second invité, de l'Ofaton, qui aurait pu ne pas être là. Plus d'une heure d'attente. Laurent de l'Ofaton, il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique du parti qu'on ne présente plus, parti FCBE. Laurent de l'Ofaton, bonjour. Bonjour, monsieur Etonji. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Merci pour la patience. En face de vous, un autre invité, mais qui nous a fait faux bond. Pour quelle raison, on ne sait pas encore. Il n'a pas pu répondre. On le saura dans les prochaines heures. On espère que c'est rien de grave. Mesdames, messieurs, le modèle démocratique du Bénin, cité depuis plus d'une dizaine d'années, vit un moment de renouveau. Renouveau pour mieux vendre le modèle qui, depuis quelques années, semble montrer unanimement, les Béninois le reconnaissent, des signes d'essoufflement. Comment faire pour que demain soit bien meilleur à aujourd'hui? C'est la grande interrogation qui a amené les acteurs politiques à un moment donné à faire toutes sortes de propositions. Une proposition qui n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu un passé dont les Béninois se sont inspirés. De ce passé à ce présent, que peut-on dire? Et que faire pour que demain soit réellement meilleur, politiquement, car développement, il n'en sera jamais question si le politique ne se porte pas mieux. Antoine Aloukolou, merci de répondre une fois encore à notre invitation. Alors que lorsqu'il est question pour vous de vous projeter un peu dans ce passé, qu'avez-vous envie de dire de cette marche politique? Merci beaucoup. Je dois dire que c'est un bilan assez mitigé. Et à la limite, on peut dire que ce n'est pas reluisant parce que la question de l'indépendance est beaucoup plus d'abord liée à une indépendance politique qui finalement devait faire en sorte qu'on aille vers l'indépendance économique. Et vous avez dit tout à l'heure que notre histoire politique et constitutionnelle jonchée de coups d'État
à ma foi, n'a pas permis, d'abord, me montre une situation où on se demande si est-ce que les acteurs politiques ont pris réellement l'enjeu de cette indépendance politique, ou bien il appréhende seulement sous l'angle aussi simple que le colonisateur va quitter les affaires. Il ne s'agit pas seulement de voir que l'indépendance soit synonyme du départ du colonisateur. Parce que lorsque le colonisateur il part et que vous prenez les rênes, c'est faire en sorte que les populations ne regrettent pas le départ de ce colonisateur. Mais déjà en 63, 3 ans après, et si vous consultez l'histoire, vous allez comprendre que c'était tout un désarroi. Parce que l'espoir qu'avait porté le peuple béninois en 60 s'est rapidement éteint parce que dans la pensée des citoyens, les gens estiment qu'il y avait une corrélation entre la gestion politique et la gestion sociale, économique. Et si éventuellement on changeait le politique qu'est le colonisateur et que les Béninois même prennent leur destin en main, c'est évident qu'au plan social et au plan économique, il y aura des retombées. Mais malheureusement, on constate que ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'après ce départ, puisque c'est le politique qui donnait les orientations, comme l'avait si bien souligné Antoine Adou-Colomb, ce politique a changé de visage et a pris les rênes des fils de ce pays qui rêvaient quand même gros pour le pays, mais qui finalement, Laurent de Lorfaton, n'ont pas pu harmoniser les points de vue. L'orientation annoncée n'a pas finalement été l'orientation factuelle, opérationnelle. Et puis la suite a été ces changements de régime à n'en point fini, avant que le pays ne se repositionne. Et la suite, on appréciera. Alors un regard dans ce rétroviseur pour le doctorat en communication, même politique qu'il est, vous amène à apprécier la situation sous quel prisme? Vous savez, quand vous avez annoncé le thème de l'émission, j'ai hésité un instant. Je me suis dit, il faut quand même débattre de cette question et ne pas y aller en tant qu'acteur politique, mais jeter un regard d'intellectuel. Ah bon, faut penser. Oui. Allez-y. Et quand je jette le regard, je me dis, je peux être fier du parcours que nous avons fait politiquement parlant. Ça peut paraître insensé pour certains a priori. Vous savez, nous avons connu en 60 ans, pratiquement 59 ans, toutes les phases de l'animation de la vie politique au Bénin. Nous avons connu une situation d'instabilité des plus inédites en Afrique qui nous a valu d'être appelés l'enfant malade. Après, nous avons expérimenté l'autoritarisme, je veux dire la dictature, avec une idéologie forte. Et ces deux expériences ont poussé nos pères, nos aînés, à dire explorons la démocratie. Et la démocratie, nous l'avons explorée sous 2 aspects. Si vous savez bien, les 15 premières années, c'était une démocratie, je dirais, ouverte. Il y avait un espace ouvert où tout le monde pouvait agir. Mais les 14 dernières années, vous allez constater que la démocratie a retrouvé une autre forme. Elle est devenue elle est marquée par une forme d'idéologie au sommet de l'État. Et quand vous voyez, entre 59 ans, nous avons parcouru 4 phases différentes. Et je me dis, nous venons d'expérimenter tout ce qu'on peut expérimenter dans un processus politique. Et aujourd'hui, quand on fait la somme, on peut se dire, nous n'avons plus rien à expérimenter, ou bien nous n'avons plus d'égarements à faire, que nous n'avons que la seule possibilité devant nous, c'est d'aller vers un horizon meilleur. Et pourquoi je dis que je me sens fier? C'est comme si, durant les 30 premières années, nous avons marqué les pas d'enfance. Le Bénin a cherché à se retrouver, à marcher, à trouver un équilibre, parce que, ayant quitté le joug colonial, il fallait quand même s'asseoir. Et en 30 ans, on a cherché les pédales, on a pu quand même se retrouver. Et depuis 29 ans, on cherche à apprendre à marcher. Et nous avons connu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, quand moi je vous ai dit, on ne peut qu'être heureux, parce que
les espoirs des uns ont été satisfaits, d'autres n'ont pas été satisfaits. Et nous, aujourd'hui, quand nous devons voir loin, on se dit, quand on voit le parcours de 60 ans aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. Et il est question que de manière impartiale et froide, on analyse tout le parcours et qu'on tire les grandes leçons. Parce que les leçons qu'on a tirées de 60 à 90 n'ont pas été suffisantes pour qu'on puisse réellement amorcer ce développement tant attendu. Parce que vous savez, le Bénin n'est pas la Côte d'Ivoire, ni le Togo, ni la Chine, ni l'Inde. Le Bénin est un petit pays particulier. Nous avons notre histoire. Et notre histoire nous est particulière et nous devons nous en inspirer pour construire notre développement. Parce qu'il y a deux facteurs que moi je dis qui ont négativement marqué le Bénin. Quels sont ces facteurs? Il y a des ambitions fortes au niveau d'une population et des acteurs politiques, mais il y a les réalités à côté et que personne ne sait concilier les deux. On n'est pas parvenu à concilier les ambitions réelles du peuple, un peuple assez exigeant, et les réalités que nous avons. Parce que nous avons trois réalités qu'il faut connaître. Le colonisateur qui est parti n'est pas parti. Il est parti, mais il est là. Et il ne veut jamais quitter. Parce que la France, il faut la nommer, ne peut pas vivre sans l'Afrique et sans le Bénin. La France dépend toujours des pays africains et sa survie dépend de sa domination des pays africains. Et ce facteur, il faut qu'on en tienne compte. C'est un facteur à intégrer. Intégrer. On ne peut pas faire la politique sans l'intégrer. On a une population qui a été appauvrie par la colonisation, l'esclavage et la colonisation, qui est appauvrie aussi par la gouvernance que nous avons connue à un moment donné. Une population qui est pauvre et qui demande à avoir le minimum. Elle a une exigence matérielle qui est immédiate. Parce qu'ayant faim, on se dit qu'il faut qu'on mange aujourd'hui et tout de suite. Alors, cette réalité d'appauvrissement de la population est un paramètre parce que, à vouloir satisfaire le peuple aujourd'hui, on a tous commis une erreur grave. Personne n'a pensé à demain. Et à chaque fois, on est là à satisfaire les besoins quotidiens. Et les années passent, on se rend compte qu'on ne bouge pas parce qu'on ne fait que satisfaire ce qui est quotidien. Le troisième paramètre, ce sont les acteurs politiques. Chacun de nous, je dirais, se croit tellement intelligent et capable de changer le cours destin, parce que quand on voit le peuple avec cette faim, et quand on voit le colonisateur ne veut pas partir, on se dit, je suis à même quand même de changer le destin du jour au lendemain. Et on vient avec une ambition très forte. Mais dans la réalité, on se rend compte que ce peuple qui a faim est tellement exigeant. Le colonisateur qui ne veut pas partir est toujours là et met tous les bâtons dans vos roues pour que vous ne pouvez pas avancer. Et quand on met tous les facteurs ensemble, on peut se dire, après 60 ans, mais 39 ans, on a fait un parcours qui devra nous servir désormais pour mieux analyser et projeter l'avenir. Parce que moi, quand j'ai fait ce bilan, je me dis, oui, on peut enfin, à l'aune de toute l'expérience, avoir un espoir et se dire, si on sait négocier la prochaine année qui vient, la dernière année pour qu'on boucle les 60 ans, si on sait la négocier, je peux vous dire qu'à partir de 1980, 2020, le Bénin peut espérer continuer réellement la phase de ce développement. Parce qu'on aura connu la phase de l'enfance et c'est la jeunesse qui a été achevée et maintenant pour amorcer une phase de maturité. 2020, donc une année déterminante pour le Bénin, pour l'éclosion du pays. On suivra ensemble. Oui, Antoine Aloukonou, vos vis-à-vis, pense que de 60 à 90, les données dont on a essayé de s'approprier n'ont pas été exploitées à bon escient. Autrement, le Bénin ne sera pas là où il est actuellement. Pour autant, il y a eu une marche certaine. Oui, évidemment, nous ne pouvons pas dire que rien n'a bougé, mais il s'agira de voir l'efficience. Est-ce que ça a bougé comme cela devait bouger? Comme cela devrait bouger. En 1960, nous étions, disons, 2 millions d'habitants, selon Maurice Arras-Oglélé. Aujourd'hui, nous faisons 11 millions d'habitants. Est-ce que le travail qui a été fait depuis 60 est resté dans la logique que la population va passer de 2000 à 11 millions, de 2 millions à 11 millions? C'est là la grande question. Et je voudrais dire que le véritable problème qui se pose est d'abord la compréhension
Et je reviens sur ce que j'ai dit, parce que M. Delors-Faton disait quelque chose de très important. Cette indépendance que nous avons eue donne l'apparence du départ du colonisateur, mais qui en réalité est jamais plus que présent. Jamais plus que présent. Et ce colonisateur est rentré dans l'ombre et certainement a positionné ces sbires que sommes nous les politiques pour agir en lieu et place du colonisateur. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on évoque ces questions, les Africains, et pour rester dans le cadre typiquement béninois, on peut continuer par se permettre de dire que les dirigeants, tels on les connaît, sont des dirigeants choisis par un colon aujourd'hui, après 59 ans d'indépendance? Vous savez, je vais vous le démontrer. Et lorsque vous prenez la question, par exemple, des élections, la question de la souveraineté nationale, vous voyez comment les élections se déroulent en Afrique. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est vraiment l'expression du peuple? On a un pays qui a connu des moments de turbulence, comme nous l'avons dit, de 60 à 80, disons, et après cette année charnière de transition 90 et la suite. Et à partir de cette année, on a vu un pays qui a connu une transition des plus paisibles. Et chaque année, c'est une alternance qui ne dit pas son nom, applaudie de part et d'autre. Est-ce qu'on peut dire, au regard de cette note, que voilà un pays qui a eu des chefs, mais des chefs qui lui ont été proposés. Les gens vont aux urnes, mais n'ont jamais choisi le chef. On peut le dire. Voilà. Non. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons l'indépendance nominale, c'est le fait que vous allez aux urnes. Mais tout ce qui se passe après, autour d'une élection, personne n'en sait. Et vous savez que aujourd'hui, ce sera difficile pour nous de dire que la France reste les bras croisés, les yeux fermés pour voir les élections se dérouler et que les peuples africains, les peuples colonisés choisissent leurs dirigeants comme ils veulent. Ça sera très difficile de le dire. Mais du point de vue pratique, nous disons que c'est les peuples qui choisissent leurs dirigeants. Vous avez vu l'exemple de la Côte d'Ivoire. On ne va pas aller sur ce terrain, voilà. On reste au niveau du Bénin. Oui, on parle par exemple de ces moments très forts. La période révolutionnaire, on l'a connue. Après ces moments de coup d'État répétés, on a vu un chef qui a été à un moment donné très charismatique, Mathieu Kérékou, pour ne pas le nommer. Ensuite, cette levée de bouclier qui a conduit à la conférence des forces vives de la nation. On a eu cette période de transition avec Anicéphore Dieudonné Souglo, ovationné, en qui tous ont cru, et par la suite, ce que certains ont appelé déculotté, Mathieu Kérékou qui est encore revenu. C'était beau et grand. C'était une classe politique très mouvante. Si vous prenez ces données et vous les appréciez à l'aune de rêves politiques pour le Bénin, que diriez-vous? Politique que vous êtes aujourd'hui. Moi, je pars toujours d'une hypothèse. Lorsque vous dépendez économiquement de l'extérieur, quelle indépendance politique vous avez? Elle est hypothéquée. Non, la problématique, elle est là. Parce que ce n'est pas lorsque un monsieur X est président de la République, ce n'est pas la même politique étrangère qu'il fait avec la France si un monsieur Y est au pouvoir. Et donc, la France a tout intérêt à orienter le jeu pour que, au lieu de X, ça soit Y. Alors, je me retourne vers Faton Delors. Je reste dans la même logique de l'évolution graduelle de la carte politique béninoise. Ces moments de tension au lendemain des indépendances qu'on connaît tous, les coups d'État répétés. Ensuite, cette période révolutionnaire qui a montré un pays qui, au regard de certaines nations, pouvait faire école avec l'accompagnement du Cuba et autres, ayant opté pour le marxisme-léninisme. Le peuple qui a désavoué après le régime, on a vu cet élan, cet engouement autour de la conférence des forces vives de la nation. Un homme
suffisamment charismatique, ici il faut Dieu donner ce gloire, le retour de Mathieu Kérékou, et ensuite tout ce à quoi on a assisté en termes d'alternance, dans une certaine convivialité, qui a fait vendre le Bénin. Et quand vous observez toutes ces évolutions, est-ce qu'on peut se permettre de dire que là, il y a eu une voie ou une main extérieure pour orienter le peuple béninois, la classe politique, dans cette marche-là? Vous savez, pour savoir ce qui se passe réellement, il faut avoir une lecture sur le temps. Il ne faut pas circoncire la lecture à un seul niveau. Vous savez, je vais prendre un seul exemple. Le président Patrick Talon, actuel chef de l'État, il a été exilé en France. Quand il a connu l'exil, c'est en France qu'il est resté. C'est de la France qu'il a quitté pour venir se faire élire chef d'État au Bénin. Vous pensez que la France va lui accorder l'exil inutilement et que la France va l'héberger durant 3 ans et les autorités français n'auront aucune relation avec lui et il viendra de diriger le Bénin de manière ex nihilo. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et quand vous voyez aujourd'hui, tous les leaders politiques béninois, je dirais en grande partie, sont tous en France. Il y a d'abord un problème psychologique. Avant qu'on arrive même au fait matériel, il y a un problème d'autre psychologique. Psychologiquement, nous dépendons de la France et nous ne voulons pas quitter la France. Il y a d'abord, et il y a eu un terrain qui a été fertile depuis des années. La France a démontré aux acteurs politiques durant des années que si vous avez des problèmes chez vous, je vous donne l'asile, l'asile, vous pouvez venir chez moi facilement. Et on a créé tous les contextes. Et quand ils viennent, la France fait tout pour les protéger. Mais vous allez voir que ceux-là qui sont souvent protégés dans les pays africains, quand ils retournent chez eux, la plupart d'entre eux prennent le pouvoir d'État. Alors, il y a d'abord ce travail qui a été fait sur la durée. Nous savons tous l'affaire du franc CFA. Même si le débat, je le mets sur un autre niveau, je pense quand même qu'il y a ce facteur du franc CFA, la dépendance du franc CFA par rapport au pays. Mais vous savez quand même que le rôle que jouent les ambassades, et la France a une ambassade au Bénin qui joue un rôle fort. Vous connaissez quand même la pression de la francophonie, qui est devenue un instrument que la France exploite, utilise sérieusement pour tous les pays de l'espace francophone. Quand il y a l'élection chaque fois, si la France elle-même n'est pas présente, il y a la francophonie en tant qu'institution dirigée par la France qui envoie les experts et consorts pour travailler dans le pays. Mais vous savez aussi qu'il y a des aspects qui sont purement spirituels. Au cœur du pouvoir, il y a les histoires de loges et autres. Et vous savez que tous nos dirigeants appartiennent à ces loges et autres qui sont la plupart du temps en France. Alors quand on laisse même ce que d'aucuns chercheraient à voir, il y a les sous-bassements, mais les financements dont bénéficient les acteurs politiques quand ils doivent se faire élire. On connaît quand même, il y a des sources de financement qui existent dans le monde entier. Et la France joue un rôle dans ces sources de financement. Mais quand on dit la France, ce n'est pas l'État français obligatoirement. Il y a les multinationales de la France qui sont derrière. Et parce que la France n'agit pas elle-même en tant qu'État. Elle agit à travers les sociétés, les multinationales. On les connaît. Bolloré et autres, on les connaît tous qui sont... Il ne faut pas le passer. Il y a les banques et comptoirs. Tout cet arsenal que je viens de décrire rentre dans la géopolitique et joue. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paliers sur lesquels la France tisse les ficelles. Et le vrai problème que c'est pour ça que je dis, je suis heureux de l'expérience politique que nous venons de faire. C'est une expérience extraordinaire que le Bénin vient de faire. Et on devrait s'en réjouir. Parce que l'expérience, quand vous l'analysez de manière froide, elle nous montre tous les méandres de la politique au Bénin. Et on peut comprendre, quand vous êtes acteur politique, vous prenez du sang-froid, vous comprenez, mais on peut comprendre le parcours. Tous les obstacles, on peut les déceler facilement. Vous savez, quand les hommes politiques veulent se faire élire en Afrique et au particulier au Bénin, le thème peut paraître un peu choquant, mais il y a une certaine naïveté qui anime les hommes politiques. Ils viennent de manière naïve, pensant qu'ils ont les coudées franches et qu'ils pourraient agir comme bon leur semble. Et c'est quand une fois, ils ont fini par se faire élire, sans prendre le temps de déceler les ficelles. J'en ai énuméré quelques-unes maintenant. Ils se rendent compte une fois au pouvoir
qu'il y avait tellement d'officiels qui les entourent et qui sont dans une prison pratiquement. Et c'est quand ils sont au sommet qu'ils sont dans une prison. Alors qu'aujourd'hui, l'Est nous permet de voir toutes les prisons qu'on met en place pour qu'une fois au pouvoir, on n'arrive pas à agir, à avoir les mains libres. On les connaît, les prisons aujourd'hui, parce qu'on a vu les coups d'État. Vous savez quand même qu'on a parlé de l'affaire Kouvas. C'est une affaire qui était liée à la géopolitique de la France. On connaît. Et quand le régime bassiste-léniniste était installé, on connaît quand même, donc nous dirons quand même que la conférence de la nation a été dictée par la France. On connaît quand même que la France a tout fait pour que le régime chute et tombe. Voilà. On connaît l'affaire des mercenaires de 1976. On connaît. Et on a fait tout pour que le pouvoir chancelle. Mais vous savez aussi les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, pour que les pays africains négocient dans cette institution, c'est la France qui est le porte-garant pour ces institutions pour ces anciennes colonies de la France. Et que la France a aussi une dimension multinationale très forte au niveau de la diplomatie, au niveau des institutions de Bretton Woods et consorts. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble. Et il ne faut pas être naïf quand on fait la politique. Moi, j'aurais voulu que les nouvelles générations que nous sommes, qu'on soit assez conséquents et qu'on prenne le temps qu'il faut, qu'on ne soit pas pressé. Parce que moi, je ne suis pas pressé. Qu'on prenne le temps qu'il faut pour maîtriser tous les rouages pour qu'une fois élu éventuellement chef de l'État, on ne soit pas dans une prison ou dans des prisons pour être incapable de réaliser le peu qu'on peut réaliser pour notre peuple afin que l'espace puisse se renaître à nouveau. Oui, Antoine Loukoulou, vous avez un complément avant que nous n'abordons le second volet de cette émission qui concerne la responsabilité individuelle loin des pesanteurs. Ce qu'on peut appeler des initiatives personnelles sur lesquelles on peut quand même épiloguer et voir ce qu'on a pu faire conséquemment. Antoine Loukoulou. Je remercie beaucoup mon ami pour avoir, disons, développé ce que j'ai énoncé simplement. Parce que j'ai dit, lorsque vous dépendez financièrement, économiquement de quelqu'un, votre indépendance politique pose problème. Et lorsque votre indépendance politique pose problème, vous ne pouvez pas agir en toute liberté pour conduire votre peuple vers le développement. Encore que la liberté, elle est relative. C'est une marche permanente. Voilà donc le problème que nous avons. Et il doit falloir que les générations futures y pensent sérieusement. C'est sûr. Et moi, j'ai toujours dit à mes amis, la chaleur, j'ai dit, les combats qui nous attendent sont des combats très importants. Ce n'est pas des combats. Moi, je vois le combat même beaucoup plus au plan continental. Alors, pour rester dans l'opérationnel, pour les initiatives personnelles, celles-là qui sont prises par les États eux-mêmes, qui montrent une certaine autonomie dans la forme de gouvernance. Le Bénin, hier, avec le multipartisme intégral, mais avant ça, le parti unique, où il a été question de faire l'option vers le multipartisme intégral, avec ses limites, États qu'on a constatées. Aujourd'hui, lorsque vous comparez cette option avec les virages qui sont en train d'être opérés, qu'est-ce que vous avez envie de dire en termes de mesures correctives, mais aussi en termes d'acquis? Je n'ai pas bien compris la question. Le multipartisme intégral, oui. Mais avant ça, il y a eu le parti unique. Oui. Et aujourd'hui, avec le multipartisme intégral et cet art et les options qui sont en train d'être opérées aujourd'hui, quand vous devez faire le bilan, qu'est-ce que vous dites? On est dans l'opérationnel, loin de ce qu'on peut appeler le colonisateur. Bon, je crois que d'abord, nous avons fait l'option de la démocratie et du multipartisme dans le préambule de la Constitution. Donc, à partir de 90, la question du parti unique, ça ne peut plus prévaloir. Donc, aujourd'hui, on a fait l'option du multipartisme. Mais le multipartisme intégral, tel que nous l'avons expérimenté au Bénin, moi, je suis resté sur ma faim. Et je dois vous dire que je suis resté sur ma faim parce que après 17 ans d'expérience dans la Renaissance du Bénin, je puis vous dire que je comprends un peu la vie de ces partis. Et donc, nous n'avions que des partis politiques liés aux régions, liés aux ethnies, attachés à des personnalités, des individus. Et c'est ceux-là qui
qui en fait dictent leurs lois dans ces partis politiques. Et nous devons attirer l'attention des uns et des autres sur la grande responsabilité des partis politiques dans le développement d'une nation. Parce que d'aucuns disent que ce n'est pas parce qu'on fait une réforme du système partisan que le pays va se développer. Ceux qui le disent, toute proportion gardée, je puisse leur dire que c'est une analyse très, très biaisée parce que les partis politiques, entre autres fonctions, une fonction principale et fondamentale est la fonction de représentation. C'est-à-dire que ce sont les partis politiques qui fournissent le personnel politique et même administratif à des hauts niveaux donnés. Si cette entité duquel on doit pouvoir tirer les dirigeants du pays, si cette entité n'est pas une entité formelle, organisée, capable d'organiser d'abord ces hommes, de leur inculquer le sens de l'engagement politique avant que ces partis n'envoient ces éléments dans le système politique, vous voyez qu'il y a problème. Il y a problème. Donc, oui. il faut dire que ce système partisan tel que nous l'avons vécu jusqu'à tout récemment, où on a fait l'option sous le régime du président Patrice Talon d'aller vers la réforme de ce système, n'était pas du tout reluisant. En tout cas, sur la question, les avis sont presque unanimes. Le système partisan était à revoir, à faire des options utiles. Oui, lors de l'OFATON, l'heure est au bilan. Une option qui, quelque part, avait fait école, le multipartisme intégral, copié de tous. Les Béninois à l'interne ont constaté qu'il y avait des failles. Il faut les corriger. Et on s'y est mis avec un peu de balbutiement. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous pensez que le Bénin est sur la bonne pente? Je pense que nous sommes toujours trop impatients depuis 60. Nous sommes caractérisés par une impatience, je dirais, légendaire. Vous voyez, 3 ans suffit pour qu'on fasse le premier coup d'État. Parce qu'on pensait qu'en 3 ans, les nouveaux dirigeants élus nationaux étaient déjà capables de changer le Bénin. Et on n'a pas pris le temps pour leur donner un peu quand même d'espace pour qu'ils puissent expérimenter ce qu'ils sont en train de faire. Et quand on a fini l'expérience de renouveau, on est tellement impatient de vivre une autre réalité que personne ne sait dire qu'est-ce qu'on pouvait tirer d'essentiel de notre expérience de marxisme-léninisme pour le mettre dans le contenu que nous voulons donner à cette ouverture démocratique. Ça fait qu'on a quitté une extrémité, pour aller à une extrémité infinie. On a ouvert de manière désordonnée, je dirais même, l'espace partisan. Quand on l'a ouvert, il n'y avait plus de barrières, parce qu'on a voulu expérimenter ce que la France a fait, alors qu'il aurait simplement fallu dire, si on a été un seul parti politique, combien pourrait-on créer, ou bien quel espace on peut créer pour ne pas aller à une autre extrémité? Et vous avez vu, on est allé à une extrémité qui a fini par nous montrer que nous sommes dans le décor, où les facteurs qui ne pouvaient jamais être dans la politique sont rentrés dans la politique. Parce que ceux qu'on a cités dans les 29 ans, bien 28 ans passés, c'est parce que le système partisan a été complètement, je dirais, pourri par l'argent. Ce n'est que l'argent, parce que ce n'est pas un facteur. Ce n'est que l'argent. Quand on parle de transhumance, les gens quittent juste pour aller à la quête de l'argent. Alors aujourd'hui, on n'a pas voulu résoudre le problème de l'argent. On a fait notre mutation de forme, alors qu'il aurait simplement fallu trouver des solutions. Et vous voyez, l'un des grands problèmes que le système partisan, que M. Adoukoun vient de dire, même si on a un pincement de cœur à analyser les événements qui sont passés ces derniers jours, moi, quand il fait un recul, je me dis, mais il y a un facteur que personne n'a pu voir, mais qui est une avancée extraordinaire que le Bénin a connue en l'espace de, je dirais, 59 ans. C'était quoi? Par le passé, les crises qu'on a connues étaient des crises régionales. Il y avait toujours des crises ethniques et régionales. Il y a eu beaucoup de manifestations au Bénin, même sous l'aide de la Révolution, où quand ça se passe au nord, on dit les gens du sud, allez chez vous.
Quand c'est pas dans les milieux, on sent qu'on tourne la répression contre une ethnie. Mais les événements qui sont passés, qui sont des événements malheureux, à aucun moment, quand il y avait les événements de Tchaourou consort, je n'ai pas entendu, à moins que je ne sois moins informé, qu'on ait dit que les gens du Sud, qui sont là où le président Patrice Talon est élu, qu'ils doivent quitter Tchaourou pour aller chez eux. Il ne s'est pas passé pareil à Savé, ni à Parakou. Et quand c'était les événements de Cotonou, je n'ai pas entendu dire que ceux de Ouida, allez chez vous à Ouida, ça veut dire que le Bénin est en train de faire une marche extraordinaire. On a fini par construire, à notre insu, nous, acteurs politiques et intellectuels, l'unité nationale. Sans qu'on ne s'en rende compte, le peuple a fini par dépasser ce clivage, cette guéguerre régionaliste et ethnique qu'on a dépassé parce que les crises qu'on a connues étaient des crises aiguës. Ce qui est passé de mai aux derniers événements, mais à aucun moment ce facteur est intervenu. Ça veut dire que si les acteurs politiques prenaient le temps pour accompagner le processus politique, je pense que cette affaire de région, on pouvait en finir progressivement. Parce que c'est l'un des grands problèmes, mais je me suis rendu compte, peut-être que d'autres analystes pourront aller encore plus en profondeur, que ce facteur est mis de côté. Le second facteur est le facteur de l'argent. Je pense qu'avec un peu de sang-froid, on pouvait trouver aussi le mécanisme pour l'enlever. Mais malheureusement, on n'est pas en train de trouver actuellement les moyens pour l'enlever. Et comme chacun de nous est pressé de faire passer comme héros, parce que c'est le secret de 60 ans aujourd'hui, c'est le problème que nous avons. Chaque acteur, quand il vient, il veut finir comme un héros. Alors que le Bénin n'a pas besoin d'héros. On a seulement des citoyens dignes qui apportent le peu qu'ils peuvent apporter à la marche du pays vers le progrès. Et que si on prend un peu de patience, on pourra trouver les formules qu'il faut pour extirper l'argent du système politique que nous avons créé. Et je pense qu'on aura un système partisan plus aéré et mieux épanoui. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore en train de trouver la meilleure formule pour y arriver. Et vous devez avoir constaté que mon débat, je ne fais pas un débat personnalisé. Non, et c'est important. C'est un débat d'ensemble, donc pas de débat personnalisé. Antoine Adou-Kodou, vous avez identifié vous-même les mots comme un peu trop liés à la région, à l'ethnie, à la personnalité, une forte personnalité, pouvoir d'argent. Aujourd'hui, avec les réformes qu'on entend progressivement, avez-vous l'impression que le Bénin, lentement mais sûrement, est sur la bonne piste des formations politiques vraiment nationales, détachées de toute personnalité et qui a pour ancrage le vivre ensemble? J'ai vraiment espoir. Seulement que je m'inscris dans la durée. Je ne suis pas automate. Je ne suis pas dans la logique que, une fois que la réforme est faite aujourd'hui, le lendemain, nous avons les résultats. Il faut attendre les résultats sur la durée. Et je pense que, contrairement, bon, je ne dirais pas contrairement, parce que chacun a son expérience politique, de la vie des partis politiques. Moi, je vous ai parlé de mon expérience de la Renaissance Bénin. Moi, je peux vous dire que la réforme telle qu'elle est faite aujourd'hui, cette réforme nous pousse à deux éléments essentiels, dont la conséquence va résoudre inévitablement la question de l'unité nationale et la question de l'argent. Et quels sont ces deux éléments? Voilà, parce que, en fait, ce sont des questions implicites. Vous savez, le premier élément, cette réforme nous pousse à de grands regroupements. Et ce n'est pas deuxième que non seulement la charte des partis politiques est partie de 10 membres par département pour aller à 15 membres par commune, mais que l'article 242 que mon ami d'en face, ils ont combattu tout le temps, ce n'est pas pour rien que cet article a instauré d'abord le seuil national avant d'en venir au seuil de circonscription. Aujourd'hui, Antoine Adou-Kodou, question de développement, ce n'est pas forcément question de moyens financiers, mais ce qui se dessine aujourd'hui avec, c'est vrai qu'il y aura un dialogue, on ira peut-être vers les toilettes, mais le politique que vous êtes, avez-vous vraiment la conviction
qu'on en arrivera à avoir des formations où le citoyen qui a des ambitions pour son pays et qui a des idées et qui n'a pas forcément des moyens a une certaine chance d'apporter sa contribution. Ce qu'on a pour l'instant... Je veux en venir. OK. Je veux en venir. Il ne reste que 4 minutes. Je veux en venir. Allez-y, puisque rapidement. j'étais dans le système d'alors et je suis dans un parti encore actuellement. Et je peux vous faire la nuance. Donc, je vous ai dit que aller vers le grand regroupement. Parce que lorsque c'est grand, celui qui est au nord va se sentir qu'il n'est pas différent de celui qui est au sud. Parce qu'en fait, la question du régionalisme, c'est nous les politiques qui l'alimentons parce que nous voulons que, parce que l'Africain d'abord, il est attaché aux gens de sa région, et nous, au lieu de corriger cela, on l'exploite pour avoir rapidement les suffrages. Mais lorsque le parti a une envergure nationale, celui qui est au nord ne va pas se sentir comme s'il est au sud. Clivage, région, personnalité. Tout ça là va finir. Deuxième élément, oui. La question de l'argent. En fait, la question de l'argent telle que ça se posait dans les partis politiques qu'on avait, c'est peut-être que c'est un individu ou bien c'est un groupe d'individus qui se lèvent. Aujourd'hui, avec les sommes faramineuses, ce n'est plus le cas. Voilà. C'est parce que c'est faramineux que l'intéressé va se voir être obligé de composer avec tout le monde pour décider. Si c'est, je prends les législatives, 8 100 000, d'alors, une personne, s'il était facile à quelqu'un d'aller payer ça là pour venir s'imposer, imposer les gens sur les listes, ce n'est pas aussi facile pour lui de payer 249 millions. Donc, quand les choses vont s'améliorer, on peut venir à 0 francs. Hein. Ça, moi, je l'ai toujours martelé aux gens. On peut venir à 0 francs. Merci. Il reste que 2 minutes. On va demander la même question à Laurent Delors-Faton. Oui, question de personnalité. L'autre mal dont on peint un peu le handicap des formations politiques, c'est que jusqu'à présent, au Bénin, on n'a pas eu de formation politique qui a pu porter comme chef d'État un leader. Pas question, cela n'a pas été possible. On a toujours eu des lobbies et puis par la suite, ça donne ce que ça donne. On espère avoir des formations politiques qui arrivent à porter au niveau du perchoir un homme, un grand homme d'État. Pensez-vous que lentement mais sûrement, on y arrivera, qu'on est déjà sur la bonne piste? On y arrivera un jour. J'ai espoir qu'on y arrivera bientôt. Mais je dis, et je le reprécise, à force de penser qu'on peut résoudre le problème aujourd'hui et soit on passera toujours à côté. Ce fut le cas de 90, où les acteurs de 90, ceux qui étaient à conférence dans la salle, ont pensé régler leurs problèmes individuels et sortir de là comme des héros. Ils ont tous échoué. Aucun d'eux aujourd'hui, est-ce qu'on en est là? On est dans la même situation. Parce que la marche vers les grands regroupements a commencé depuis 2003, où la création, où les gens ont senti la nécessité de créer l'UBF. Et plus tard, la nécessité de créer FCBE. Vous savez, il y a une conscience collective qui exige. Et si on laisse un peu de temps, parce que quand on parle des partis politiques hétéroclites, vous avez constaté que les partis politiques ont commencé à disparaître progressivement. Les partis régionalistes ont commencé à disparaître d'eux-mêmes. Les plus forts, PSD, RB, FAR, Lafia, Kadou, Nia et consorts, ces partis ont commencé eux-mêmes à disparaître. C'est-à-dire qu'il y avait une marche naturelle qui se faisait. Et si on accompagne cette marche naturelle, je pense qu'on arriverait de manière incontestée au résultat qu'on doit avoir. Mais si on force, on n'y arrivera pas. Parce que chaque fois qu'on a forcé, quelques mois plus tard ou des années plus tard, on a senti que ça tombe. Parce que le peuple n'y adhère pas. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date de 60, ça date de 90. En 90, c'est un débat, mesdames et messieurs, vous comprenez qu'en 45 minutes, ce n'est pas évident de vider cette question. Quel bilan politique peut-on effectuer? On a essayé de jeter quelques grandes idées. Je vais laisser la parole à nos invités pour conclure et ce sera sur cette interrogation. En 90, disaient les acteurs politiques, enfin, on a vaincu la fatalité. Avez-vous l'impression que le Bénin a vraiment vaincu la fatalité? Votre conclusion? Je n'ai pas l'impression qu'on a vaincu la fatalité. Et je voudrais qu'on travaille à finir par en vaincre la fatalité. Laurent Delors-Faton? Ils ont vaincu la fatalité en 90, nous l'avons vaincu, mais il reste maintenant à l'enterrer entièrement.
Merci à vous pour la disponibilité. Merci aussi pour la contribution, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir tenu compagnie pour le numéro du jour. Ça reste considéré comme une petite touche au débat qui doit se mener pour apprécier le chemin parcouru et apporter des éléments d'approche pour pouvoir améliorer l'avenir. 100% Bénin, on s'en arrête là, quitte à vous retrouver demain pour un débat complémentaire. Pourquoi pas cette citation de l'écrivain, philosophe et romancier, dramaturge Albert Camus, avant de vous fausser définitivement compagnie. La démocratie, dit-il, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Ensemble, c'est toujours mieux qu'en rang dispersé. Merci pour la complicité. À très bientôt.